Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours présenté depuis nos domiciles respectifs pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors pour commencer cette émission, nous verrons que l'intervention du professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, sur l'origine potentiellement humaine du coronavirus a été logiquement très commentée. Les cités s'embrasent, les médias se taisent, les émeutes se multiplient depuis plusieurs jours dans les banlieues françaises, et les médias font tout ce qu'ils peuvent pour cacher ces violences urbaines aux Français. La France qui perd 2 places au classement annuel de Reporters sans frontières, Didier Raoult qui évoque le rapport des médias aux fake news. Dans ce immédiat, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine. Covid-19 à l'international, les médias en pleine manipulation. Lorsqu'ils analysent la gestion de la crise du coronavirus dans le monde, les médias français sont bien plus durs contre les dirigeants conservateurs que contre Emmanuel Macron. Immédiat numéro 295 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer, bien l'image de la semaine, Jean-Yves, et cette image, c'est celle du prix Nobel de médecine, le professeur Montagnier, qui, sur le plateau de Pascal Praud, évoque sa conviction que le coronavirus a été sciemment modifié par l'homme. Dans ce virus, il y a une part de VIH. On a fixé des séquences petites de VIH. Le bruit a couru que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement. Oui, alors Montagnier, c'est quand même une sommité médicale, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les virus depuis qu'il a l'âge de 25 ans, et maintenant il en a plus de 85. C'est le prix Nobel de médecine précisément sur le VIH, donc bon... ce qu'il dit, c'est peut-être discutable, parce qu'effectivement, c'est une opinion qui est loin d'être partagée par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est quand même intéressant qu'il puisse le dire. En toute hypothèse, je crois qu'on ne peut fermer aucune hypothèse précisément, ni celle de l'origine humaine, ni celle évidemment de l'origine naturelle, ni celle non plus du virus, naturel ou pas, qui serait sorti du laboratoire de Wuhan. Il faut garder, ça fait partie des hypothèses. Et justement, eh bien, cette hypothèse d'un virus qui aurait été échappé d'un laboratoire, eh bien, elle était jusqu'à récemment considérée par les grands médias, suite à une enquête de la Fondation Jean Jaurès, comme une fake news, quelque chose qui relevait du complotisme. Sauf qu'on va voir qu'en réagissant à cette affirmation du professeur Montagnier, eh bien, Julien Pain, l'un des décodeurs de France Info, eh bien, admet que l'hypothèse d'un virus échappé du laboratoire est plutôt plausible. Le Covid-19 sort-il d'un laboratoire et non d'un marché du Wuhan? Cette théorie circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Le virus n'a pas été créé par l'homme, sur ce point il existe un consensus scientifique. Mais il est tout de même possible qu'il soit sorti d'un laboratoire, c'est par exemple ce qu'explique Fox News. La Chine a peut-être sorti le mensonge d'État le plus coûteux de tous les temps. Le Washington Post développe aussi cette thèse d'un employé de laboratoire qui aurait été infecté accidentellement par le virus. Oui, alors bon, il exclut l'hypothèse de la création humaine, mais il reconnaît ce qu'il excluait, ce que les grands médias excluaient il y a simplement 3 semaines, la possibilité que le virus soit sorti involontairement, bien sûr, accidentellement, du laboratoire. Voilà, bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement, mais en tout cas, c'est une information qui a beaucoup fait parler sur les médias cette semaine. Passons au premier sujet, les cités s'embrasent, les médias se taisent.
Samedi 18 avril, vers 22 h, un homme de 30 ans, délinquant multirécidiviste au casier extrêmement chargé, roulant à grande vitesse et sans casque sur une moto non homologuée, ça fait beaucoup, a percuté la portière d'une voiture de police banalisée, portière qui s'est ouverte sur son passage, puisqu'un policier voulait procéder à son interpellation. Percuté par la portière, il a fini sa course sur un poteau. Et s'est blessé à la jambe. Très vite, des passants excités se filmant sur la scène évoquaient une jambe coupée. Finalement, le conducteur n'aura qu'une fracture. Son pédigré très chargé ne l'a pas empêché de porter plainte. Et surtout, Jean-Yves, les cités se sont embrasées suite à cet accident, considéré par certains comme une bavure. Que dire de cette situation ? C'est tout ce qu'il y a de plus classique, parce que le rodéo moto est un classique de ce qu'on appelle les cités de non-droit, les lieux de non-droit, c'est-à-dire les endroits où les règles qui s'appliquent partout en France ne s'appliquent pas, mais que j'appellerais plutôt d'ailleurs des cités de non-France, puisque d'ailleurs les policiers y sont considérés comme des forces étrangères. Et donc on n'est pas dans le non-droit, là on est dans la non-France. Ça touche maintenant des centaines et des centaines de quartiers de l'immigration. Alors, ce qui est intéressant quand on étudie le traitement médiatique de ces émeutes, c'est tout d'abord qu'on peut noter la minoration médiatique dans le vocabulaire employé. Par exemple, Le Monde qui parle d'échauffourée, le Huffington Post qui parle de tension. On a également Le Figaro qui titrait dans un titre initial « Incident sporadique en banlieue parisienne », ce qui est assez fort. Alors ils ont changé le titre qui aujourd'hui est « Après un accident avec la police, les tensions se multiplient en banlieue parisienne et à Strasbourg ». Et dans cet article, on peut noter l'emploi du terme « incident sporadique », donc qui revient des heurts, les incidents, et puis la parole qui est donnée à la préfecture qui déclare « Il n'y a pas eu d'affrontement avec les forces de l'ordre ». Autre changement de titre, celui du Monde, qui a titré d'abord « Coronavirus, les difficultés liées au confinement provoquent des tensions dans les quartiers populaires ». Et donc ce titre a été modifié, on le voit toujours dans l'URL actuelle de l'article qui a changé de titre. Jean-Yves, on voit donc qu'il y a un vocabulaire de minoration. Oui, alors je commenterai deux choses. D'abord le mot sporadique. Sporadique, ça veut dire que ça touche des individus isolés, que c'est des phénomènes isolés, c'est loin d'être le cas, puisque c'était épidémique et non pas sporadique, puisqu'on voit ça sur toute la France. Donc première erreur de vocabulaire. Deuxième erreur de vocabulaire, erreur volontaire évidemment, l'expression du Monde et du HuffPost, ça doit être là encore de la dérive de l'AFP, du copier-coller de l'AFP. À Villeneuve-la-Garenne, enquête ouverte après un accident de moto impliquant la police. Alors le terme impliqué, il n'est pas neutre, parce que ça veut dire quand on est impliqué, qu'on est engagé dans une affaire judiciaire ou qu'on est mis en cause dans une accusation. Et donc, on n'implique pas un délinquant routier, en l'occurrence le pilote de la moto, ou un délinquant tout court d'ailleurs, compte tenu de ce qu'on sait du personnage, qui a été poursuivi des dizaines de fois. On implique la police, donc on voit bien qu'il y a un petit parti pris que Le Monde corrige dans un autre article, en mettant sur le même plan les jeunes, entre guillemets, qui ont un sentiment d'injustice et les policiers qui dénoncent une impunité généralisée, mais on place les deux choses sur le même plan. Alors qu'au départ, on était quand même un peu plus dans l'implication et donc dans la culpabilisation présumée de la police. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter qu'il y a un média qui ne fait pas de minoration sur le caractère émeutier de ces violences. C'est le média Islam et Info qui tweet « Les révoltes des jeunes des minorités victimes des politiques d'apartheid islamophobes et d'exactions policières continuent ce soir partout en France ». Donc Jean-Yves, là au moins on a un média qui ne prend pas de pincettes. Alors c'est un média qui se définit ainsi l'information par les musulmans pour les musulmans. Voilà. Donc c'est leur point de vue en quelque sorte, enfin le point de vue des gens, des musulmans qui font ce média-là. Voilà. Alors, autre exemple de minoration médiatique, c'est cet article hallucinant de Libé. Ces territoires jouent le rôle de bouc émissaire. C'est un entretien avec le sociologue Michel Kokoreff, et dans lequel on peut lire
Ces territoires cumulent les difficultés sociales, la désertification médicale est un fait depuis longtemps dénoncé, la focalisation des contrôles dans les quartiers populaires a conduit à une surreprésentation des contraventions, la Seine-Saint-Denis a concentré à elle seule 10% de l'ensemble des amendes, la question du respect du confinement est une fausse piste. Cet argument vise surtout à légitimer les interventions rugueuses et stigmatiser à nouveau les populations de ce quartier populaire qui jouent le rôle de bouc émissaire en temps d'épidémie. Et le sociologue continue, la police continue de se comporter comme une armée de réserve coloniale. Cette culture de l'impunité n'est pas nouvelle, mais elle apparaît plus visible en temps de confinement. La physionomie de certains quartiers a profondément changé. Des dizaines de milliards ont été investis dans des opérations de rénovation urbaine. Mais en dehors des conditions de vie, rien n'a vraiment changé. La situation sociale des familles ne s'est pas arrangée et l'expérience des discriminations ethniques et raciales n'a jamais été aussi prégnante. Donc on voit, Jean-Yves, que Michel Kokoreff, interrogé par Libé, il donne une vision, on va dire, utopiste. Alors, il donne d'abord une vision fausse, parce que Villeneuve-la-Garenne, d'où sont partis les événements, c'est une ville remarquablement située, tout près de Paris, tout près de la Défense, un bassin d'emploi extraordinaire, et où il y a eu des sommes absolument considérables, des milliards mis pour refaire le tissu urbain, casser des bars, enfin un travail considérable dans une zone particulièrement bien située. Et donc, s'ils ne sont pas contents, c'est vraiment qu'il n'y a pas moyen de les rendre contents. Accessoirement, Villeneuve-la-Garenne, mais ça remonte à plus loin, c'était une ville aimée des impressionnistes, il y a beaucoup de tableaux de Sisley, etc. Mais plus récemment, il y a eu énormément d'efforts de fait. Bon. Mais ce sociologue ne s'y intéresse pas d'ailleurs. Ce sociologue, c'est totalement bidon. C'est un professeur d'université, paraît-il, à l'université Paris 8, c'est-à-dire Vincennes-Saint-Denis, c'est-à-dire un nid de militants d'extrême gauche. D'ailleurs, ce personnage qui est présenté comme un professeur d'université, quelle est sa spécialité? Les banlieues, l'usage des drogues et le militantisme. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors, oui, vous souriez, vous avez tort de sourire, Nicolas, pardon. Vous avez tort, parce que cette université bidon, avec soi-disant 1000 chercheurs, elle coûte chaque année 120 millions d'euros aux contribuables. Ouais, effectivement, voilà. Et après, il donne des articles complètement biaisés et faux à Libération, qui coûtent aussi pas mal d'argent aux contribuables. C'est pas faux. C'est la désinformation payée par le contribuable. Ouais, effectivement. Alors, on a pu voir la minoration des médias, mais il y a eu plus encore que ça, il y a eu le silence. Les médias n'ont pas seulement choisi de traiter en mode mineur, il y a parfois eu aucun écho dans la presse. Par exemple, le 13h et le 20h de TF1 du mardi 21 n'ont pas traité de ces questions. Pour France 2, quelques mots et le témoignage du blessé sur son lit d'hôpital dans le 20h du même jour. Dans les journaux radio de France Info et France Inter, que j'ai écouté de manière assez large, je n'ai pas entendu une seule minute consacrée à cet événement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, mais en tout cas, c'est pas évident à trouver. Et le mercredi 22, toujours aucune mention des émeutes dans le JT de 13h ou du 20h de TF1. France 2 a évoqué le sujet à 13h, avant d'en parler à 20h, mais uniquement pour le minorer, et nous y reviendrons. En tout cas, voilà, il y a eu globalement un silence médiatique très pesant et qui a justement été dénoncé par Pascal Praud. Ce qui est intéressant, c'est le traitement médiatique. Alors, on est les seuls à en parler. Quasiment. Moi, j'ai écouté toutes les radios, toutes les télés ce matin, on est les seuls à en parler. C'est ça qui me frappe toujours. Donc, je m'interroge pourquoi le traitement médiatique est-il comme ça? Pourquoi nos autres confrères, pourquoi? Mais vous ne voulez pas répondre à ces questions. Moi, mais je pose simplement ces questions. Pourquoi on est quasiment les seuls à en parler? Les autres confrères, chacun traite l'info comme il faut. Bon, on ne peut pas dire non plus qu'on ne parle jamais des quartiers, on en parle. Mais non, mais ce qui s'est passé cette nuit, quasiment personne n'en parle. Bon, je remercie Philippe Bilger, en tout cas. Ah bah oui, moi je vais répondre à la question de Praud. Pourquoi? Parce que nous avons affaire, peut-être en dehors de CNews, à des médias qui ne sont pas des médias d'information, mais qui sont des médias de propagande. Et la propagande fonctionne de deux manières, l'occultation et la minoration de ce qui peut desservir le politiquement correct, par exemple des émeutes dans les quartiers de l'immigration, et la surexposition, voire l'invention, de ce qui peut servir le politiquement correct,
On l'a vu avec cette soi-disant histoire de messe clandestine, qui n'était ni interdite ni clandestine, mais qui a été montée en épingle pendant 48 heures. Et donc, c'est symétrique. On cache le réel et on fabrique le faux sel. Effectivement, et on peut noter au passage que Gérard Leclerc, il fait preuve de beaucoup de corporatisme en refusant de dire que ses collègues ne font pas le boulot. Donc c'est là où... Mais si, ils font le boulot. Oui, c'est vrai. Ils font le boulot pour lequel ils sont payés. Ils font un travail de propagande. Non, ils font le boulot. Non, ce sont des très bons journalistes. Hein. Et justement, bien, puisqu'on parle de propagande, il faut s'intéresser à un élément du traitement médiatique de ces émeutes, c'est carrément le bobard médiatique, avec cette question: des cocktails Molotov ont-ils été lancés contre un commissariat du quartier de la Méno à Strasbourg? La réponse est évidente lorsqu'on regarde cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Mais non, je fais des pièces, allez. Oh là, mon repos! Putain, merde, voilà! Allez-le! On le voit, l'attaque ne fait pas de doute. Le Figaro le reconnaît d'ailleurs discrètement, mais le reconnaît dans un de ses articles. À la Méno, un poste de police a été la cible de cocktails Molotov. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que la préfecture et certains journalistes ne sont pas du même avis. La préfecture qui a communiqué une vidéo montrant des individus lançant des objets incendiaires sur un bureau de police circule actuellement. Cette vidéo n'est pas le reflet de la réalité. Aucun bâtiment de la police n'a fait l'objet de telles exactions à Strasbourg. Et puis, parmi les journalistes qui remettent en doute cet événement, on a par exemple Antoine Bonin, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Pas de cocktail Molotov contre le bureau de police de la Méno, mais un feu de détritus qui a légèrement noirci la façade arrière du bâtiment. Donc Jean-Yves, on a une vidéo qui montre quelque chose, et de l'autre côté, on a le mensonge. Oui, alors d'abord, la vidéo, elle montre quelque chose, et il faut l'écouter, la vidéo, puisqu'on entend les incendiaires dire « mort au port », mort au port. Et dans leur vocabulaire, les ports, ce sont les policiers. Oui, surtout, Jean-Yves, que la description de la vidéo, c'est bien commissariat de la Méno en feu attaqué. Donc, il n'y a pas de doute sur ces choses-là, effectivement. Oui, et la vidéo a été tournée par les émeutiers. Oui. Voilà, bon, donc ça c'est très clair, il n'y a pas de doute ni dans l'intention ni dans la réalité des émeutiers. Alors, le journaliste des dernières nouvelles d'Alsace, je crois qu'ils vont se rebaptiser DMA, Dernier mensonge d'Alsace. Dernier mensonge d'Alsace, ça serait le nouveau titre qu'il prendrait. Ce journaliste des DMA, les Derniers mensonges d'Alsace, nous explique qu'il n'y a pas de cocktail Molotov. Et puis, il se reprend un petit peu après. Il dit non, il n'y a pas de cocktail Molotov, il y a un engin incendiaire artisanal. Et quand vous regardez quelle est la définition du cocktail Molotov, c'est l'engin incendiaire artisanal. Donc ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Et puis ensuite, il y a la manipulation. Le commissariat n'est pas visé, alors que l'intention des incendiaires, c'est bien le commissariat. Simplement, ils ont mal visé peut-être, et ils ont tapé à côté, la fenêtre d'à côté, on peut dire, qui est un bâtiment public, mais qui n'est pas le commissariat, mais c'est à côté. Ouais, c'est à côté. Effectivement, et ce qui est marrant, c'est que justement sur cette question du lieu, on a un autre journaliste, un de Rue 89, qui déclare « Ce n'est pas le commissariat de la Méno qui a été incendié à Strasbourg, mais l'arrière de la maison du projet, donc c'est une maison du public du coin. Sauf que, eh bien, dans cette photo qui est choisie pour illustrer le lieu visé par les incendiaires, eh bien, on a donc un focus sur la maison du projet, sauf que dans la photo dézoomée, qui n'est pas postée par le journaliste de Rue 89, évidemment, eh bien, on voit que cette maison du projet, elle est accolée au commissariat. Donc, évidemment, les incendiaires ont visé l'arrière du bâtiment en croyant viser le commissariat. Bon, ils ont visé la fenêtre d'à côté, effectivement, mais l'intention ne fait pas de doute. Et ce qui est amusant, Jean-Yves, c'est quand on regarde sur Twitter, eh bien, la photo de l'équipe de Rue 89, ben, on se rend compte qu'effectivement, ils ne peuvent pas avoir une connaissance, à mon avis, extraordinaire du terrain, parce que se rendre dans la cité un soir d'émeute, à mon avis, pour cette équipe-là, qui manque singulièrement de diversité, ça ne doit pas être évident. Hein. On va pas se mentir. Non, ils ont beau être d'extrême gauche, vraisemblablement, ou de gauche, ou bien pensante, bah oui, mais ils n'ont pas forcément tous les codes de la cité. C'est difficile pour eux d'y aller, il faut les comprendre. On revient à cette intervention, à cette mention pendant le 20h de France 2 d'hier mercredi, eh bien, des émeutes uniquement avec ce
débunkage, comme on dit, ce décodage de Julien Pain qui remet lui aussi en cause l'idée que le commissariat ait été visé. Sur les images amateurs, on voit l'arrière du bâtiment. C'est le mur du service administratif de la ville qui semble en flammes, pas la partie du bâtiment où se trouve le commissariat. Quelle a été exactement l'ampleur des dégâts? Une journaliste de France Bleu Alsace s'est rendue sur les lieux le lendemain matin très tôt et elle a pris des photos. Mais disons qu'au moment où les cocktails Molotov ont été lancés, évidemment ça a fait un incendie, sauf que les fenêtres ne sont pas abîmées ou presque pas, que le bâtiment n'a pas été brûlé, ou très peu. L'incident semble vraiment mineur. Donc en résumé, il y a bien eu des échauffourées à Strasbourg ce soir-là qui ont donné lieu à 4 interpellations, mais il est faux de dire qu'un commissariat a été incendié et cette vidéo donne une image exagérée de ce qu'il s'est vraiment passé ce soir-là. Là, on minimise, on est dans la minimisation, alors que si les mêmes actes avaient été commis par d'autres personnes, des gilets jaunes ou pire, des militants entre guillemets d'extrême droite, là, on en aurait passé sur un quart d'heure et on n'aurait absolument pas minimisé. De même qu'il y a eu à Créteil un jet incendiaire sur un hyper-cachère, quand il y a eu simplement un graffiti sur un magasin cachère par les Gilets jaunes, ça a été un événement majeur, présenté comme gravissime. Là, c'est tout simplement occulté. Hein. Et on est toujours dans cette même fonction des médias qui consiste à surparler de certaines choses et à effacer d'autres choses. C'est leur fonction principale, c'est de déséquilibrer la présentation des faits. Effectivement, alors le magasin, c'était la chaîne Bagelstein, c'était pas forcément un magasin cachère, mais qui était effectivement détenu par une personne de confession juive, et effectivement, un tag attribué on ne sait comment aux Gilets jaunes avait provoqué un émoi national, donc effectivement, là, dans un cas, il y a un traitement médiatique massif, et dans l'autre, ici, dans le cas de la même chose en banlieue, les médias se taisent, effectivement. Passons, Jean-Yves, à la revue de presse. Alors pour commencer cette revue de presse, eh bien, on s'intéresse à un classement, celui de Reporters sans frontières, qui chaque année classe les pays selon leur rang par rapport à la liberté de la presse. Et la France, cette année, Jean-Yves, est 34e. Oui, c'est avec tous les problèmes qu'il y a de contrôle des médias par les grands oligarques, par le gouvernement, de répression qu'il y a pu avoir aussi à l'occasion des Gilets jaunes. Je trouve que la France s'en tire plutôt pas mal. Juste devant la Grande-Bretagne, assez loin devant les États-Unis, ça je sais pas pourquoi, parce qu'il y a une certaine liberté aux États-Unis, mais enfin bon, il y a sûrement des raisons. Par contre, très loin derrière l'Allemagne, et je comprends pas non plus pourquoi, parce que je pense pas que la liberté de la presse soit très grande aussi en Allemagne. Donc je me demande quand même si ce classement de Reporters sans frontières est bien sérieux. Lyon Capitale qui nous gratifie d'un titre, ce qui peut nous permettre de nous faire sourire un petit peu en ces temps compliqués, même si l'actualité est un peu grave en elle-même, mais le titre est étonnant. Un homme agressé par balle dans un état critique. Donc Jean-Yves, on peut être agressé par balle, tout simplement. Oui, ça s'appelle un meurtre, une tentative de meurtre, ou un règlement de compte, je ne sais pas les circonstances, mais agressé par balle, par balle de football peut-être, par balle de tennis. Oui, c'est pas les balles qui ont agressé, c'est ni le pistolet, c'est le tireur, effectivement. Alors, autre actualité qui nous fera sourire, mais celle-là, elle est joyeuse à tout point de vue, c'est bien Laurent Ruquier qui a annoncé la fin d'On n'est pas couché, l'émission sur France 2. Et donc, Jean-Yves, c'est une nouvelle importante. Oui, c'est une émission qui marche de moins en moins bien, qui touchait 2 500 000 personnes à l'époque Zemmour, Nolo en 2010-2011, et qui n'en touche plus maintenant que 800 000, c'est-à-dire une diminution. Les 2/3 de la clientèle de l'audimat s'est évaporée. On sait pourquoi, parce que le politiquement correct, ça finit par être très, très usant. Bon, il va continuer autrement, de toute façon, il ne faut pas non plus nourrir trop d'illusions là-dessus. Mais c'est quand même une leçon intéressante. 2 500 000, 800 000. Oui, effectivement, le débat fait plutôt vendre. Et d'ailleurs, on peut mettre ça en perspective avec le succès d'audience, par exemple, des émissions de Pascal Praud sur CNews, qui montrent que le débat entre des points de vue contradictoires, ça fonctionne médiatiquement.
Mais bon, ça n'empêche effectivement qu'on retrouvera Laurent Ruquier, a priori, à la même heure, avec un autre format d'émission. Le Monde, le quotidien de référence de la désinformation, comme vous dites souvent Jean-Yves, eh bien, nous gratifie d'une belle analyse internationale avec cet article « Les employés des entrepôts d'Amazon appellent à faire grève aux États-Unis ». On a l'impression donc que la grève va être massive et d'ailleurs, on voit plus de 300 salariés du groupe aux États-Unis se sont engagés à ne pas se rendre au travail. On a l'impression de quelque chose de vraiment massif, sauf qu'en réalité, quand on analyse ça par rapport au nombre total d'employés d'Amazon, c'est-à-dire 500 000 aux États-Unis, ça paraît un petit peu ridicule. Voilà, bah ça c'est de la bonne information qui consiste à rapprocher deux chiffres qui donnent du sens. Ouais. Autre actualité médiatique de la semaine, eh bien, c'est cette déclaration de Didier Raoult dans son dernier point vidéo sur sa chaîne YouTube. Il n'y avait pas de radio libre jusqu'en 1980, donc le droit à la parole était extrêmement limité. Il est très contrôlé encore, c'est-à-dire vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas. Et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Donc, qui sont les réseaux sociaux, qui bien entendu rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc, c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news ceux qui ne sont pas les news que eux propagent. Je trouve que c'est une très belle définition de la fake news, ou de l'usage qui est fait de ce mot. Qu'est-ce qu'une fake news? C'est une nouvelle que les médias de grand chemin ne propagent pas. Si c'est propagé par d'autres qu'eux, alors que précisément, on ne peut connaître la vérité que par la confrontation d'opinions différentes. Et que Raoult ait raison ou tort sur l'affaire de la chloroquine, c'est essentiel qu'il ait pu s'exprimer, qu'il ait pu y avoir ce débat, parce que c'est comme ça qu'on peut approcher, on va dire de la vérité, de la réalité en tout cas. C'est par le débat. Et ça, les médias de grand chemin n'aiment pas. C'est le moins qu'on puisse dire, on le voit toutes les semaines, effectivement. Alors, dernière actualité médiatique, eh bien, c'est cette offre numérique, le Club de la Presse, qui est donc une application disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, qui réunit plusieurs titres de presse engagés et alternatifs. On a par exemple Le Bien Commun, L'Étudiant Libre, L'Incorrect, Présent, Livre Arbitre, etc. Donc plusieurs publications politiquement incorrectes, j'arrive, qui sont réunies dans une application. Oui, et qui deviennent, pour certaines d'entre elles, disponibles soit gratuitement si elles sont payantes, soit sous forme numérique s'il s'agit de forme écrite. Donc c'est une manière complémentaire de pouvoir s'informer. C'est une bonne initiative. Nous lui souhaitons le maximum de succès. Effectivement, eh bien, c'est la fin de cette revue de presse. Nous allons donc passer au deuxième sujet, Covid-19 à l'international, les médias en pleine manipulation. Alors, les médias français se sont évidemment intéressés à la gestion de la crise du coronavirus dans d'autres pays et on va analyser plusieurs cas les uns après les autres. Premièrement, en Allemagne, c'est la comparaison entre la réponse allemande et la réponse française à la crise qui est analysée par tous les médias. On a par exemple France Info, coronavirus, pourquoi l'Allemagne semble-t-elle mieux gérer l'épidémie que la France? Eh bien, on voit des explications qui sont données. Tout d'abord, les tests sont le pilier de la stratégie allemande, analyse Laurent Desbonnets, correspondant de France Télévisions Outre-Rhin. Donc on voit le nombre de tests qui est mis en avant. On a également des dépenses de santé plus élevées qui sont mises en exergue par France Info comme cause expliquant cette différence. Et puis on a également un budget recherche qui est en augmentation en France, mais pas à la hauteur de l'Allemagne, notent les journalistes de France Info. Donc Jean-Yves, on voit des explications qui pourraient sembler crédibles. Plus ou moins. Il y en a une qui est tout à fait pertinente, c'est l'affaire des tests, que d'ailleurs la France avait appliqué lors de la premier début de l'épidémie, quand il y a eu des personnes contaminées aux contaminations. C'était facile à retenir. Et il y a eu la mise en quarantaine de 140 personnes, qui a été très efficace parce qu'il n'y a pas eu de foyer d'épidémie qui s'est développé à partir de cela. Simplement, la France a ensuite renoncé aux tests de manière un peu massive, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. C'est comme pour les masques, c'est pas parce que c'est pas efficace, c'est qu'il n'y en a pas. Alors que l'Allemagne le fait et permet donc plus facilement d'isoler les personnes susceptibles de contaminer d'autres personnes. Les autres explications, elles sont fausses. Peut-être que ça correspond à
à l'esprit ou la culture de gauche de France Info, mais c'est pas vrai que les dépenses de santé sont plus élevées en Allemagne qu'en France. C'est la même part du produit intérieur brut, un peu moins de 12%. C'est pas tout à fait réparti de la même façon, puisqu'en Allemagne, il y a davantage de médecins, d'infirmières et d'aides-soignants, et moins de bureaucrates et de personnels sociaux. Mais en termes de dépenses, de PIB, c'est exactement pareil. Bon, il y a d'autres différences dans l'Allemagne. Il y a l'industrialisation de l'Allemagne qui permet plus facilement de reproduire les produits dont on a besoin précisément. Et puis, enfin, il y a une organisation fédérale qui a permis des réactions plus circonstanciées. Par exemple, le sud de l'Allemagne, qui a été plus touché, la Bavière, par exemple, a pris des mesures de fermeture plus rapides. Et au nord, le Mecklembourg-Poméranie, qui était tout à fait épargné, a fermé ses frontières, y compris vis-à-vis des autres Länder. Bon, c'est ça les vraies explications de la situation allemande. Peut-être aussi des différences culturelles, on se touche un peu moins en Allemagne qu'en France, mais les explications de France Info sont un peu légères. Alors, on quitte l'Allemagne pour se rendre en Autriche, où tous les médias français ont relevé bien que l'Autriche était un bon élève européen, puisque c'était le premier pays à sortir du déconfinement après avoir évité le pire, note Le Monde. Mais les médias français n'ont pas oublié que Sebastian Kurz, était le chef de gouvernement autrichien, était suspect de proximité avec l'extrême droite. On le voit dans cet article du Point, la coalition vert-conservateur face au défi du coronavirus. Et on peut donc y lire que la crise du coronavirus était une première épreuve brutale, selon Sybille Hamann, qui est députée verte, alliée donc des conservateurs. Nos deux partis ont uni leurs efforts, il n'y a pas eu de divergence d'opinion majeure et les sondages sont unanimes. Les Autrichiens font confiance à la nouvelle coalition. Mais elle poursuit, et c'est le point qu'il relève évidemment complaisamment. On n'ose à peine imaginer comment nous aurions traversé la crise si les populistes du FPO étaient encore aux manettes, frissonne Sybille Hamann. La population aurait sans doute pris peur. Donc là, Jean-Yves, le Point se fait un petit peu plaisir là-dessus. Et je pense que le Point se fait plaisir et le Point se trompe parce que le FPO, il est toujours aux manettes dans la tête de M. Kurz, le chancelier conservateur, qui précisément, pour éviter la concurrence électorale du parti identitaire, fait beaucoup d'actions de contrôle de ses frontières vis-à-vis de l'immigration. D'un côté, il a imposé ça au vert, c'est quand même un bel exploit, et aussi dans l'affaire du coronavirus, puisque l'Autriche a fermé très vite ses frontières, notamment par rapport à l'Italie, puisqu'il y a eu un gros développement du virus en Italie du Nord. Et donc l'Autriche de M. Kurz, allié au vert, c'est vrai, mais sous l'influence idéologique du parti identitaire FPE, a fermé ses frontières au moment où le gouvernement français refusait de le faire quand M. Estrosi le demandait, et où le gouvernement français organisait le match Lyon-Turin, qui a été un des éléments de la propagation du virus, en tout cas dans la région lyonnaise. Donc, en l'occurrence, pourquoi l'Autriche est protégée? C'est parce qu'elle a su fermer ses frontières assez tôt, et aujourd'hui l'Autriche a 50 morts par million d'habitants, c'est-à-dire 6 fois moins que la France. Et avec un déconfinement, évidemment, qui arrive beaucoup plus vite. Alors, autre pays européen sous le feu des médias, et là de la critique médiatique claire, c'est la Hongrie, dirigée par Viktor Orban. Et on a un premier article de Ouest France. En Hongrie, les hôpitaux vidés manu militari pour faire de la place aux malades du Covid-19. Alors, premièrement, le titre, il est trompeur et même mensonger, puisque évidemment, l'armée n'est pas intervenue pour virer les patients. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une consigne qui a été donnée, mais toujours à la discrétion des personnels soignants, c'était de faire de la place pour les malades potentiels du coronavirus. Et ce qui est intéressant dans cet article, en fait, c'est qu'il se base sur des témoignages recueillis par un site anti-Orban, et donc il n'y a pas le pluralisme des opinions là-dedans, on donne juste un point de vue, comme toujours. Et puis surtout, il faut noter que Orban, eh bien, il a suivi le conseil d'experts sanitaires et il a choisi de se préparer au pire. Alors, on peut lui reprocher, mais je pense qu'on lui aurait reproché dans le sens inverse si ça avait été le pire et qu'il ne s'était pas préparé. En tout cas, il a été toujours très clair là-dessus, et Ouest France, là-dessus, fait quand même très clairement de la désinformation. Ouais, d'autant plus que les Hongrois ont fait ce que les Français ont fait dans les hôpitaux, c'est-à-dire faire sortir les personnes
qui pouvaient sortir sans que ça pose de problème majeur, et éviter surtout d'en faire rentrer de nouvelles. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui en France, c'est pas la peine d'aller chercher en Hongrie où le problème ne doit pas encore se poser. Aujourd'hui en France, il commence à y avoir des problèmes avec des gens qui auraient dû avoir des opérations, qui auraient dû suivre des traitements et qui ont pris 5 semaines, bientôt 2 mois de retard par rapport à ça. C'est sans doute inévitable d'ailleurs, mais c'est pas spécifique qu'à la Hongrie, mais là vraiment, nos médias fonctionnent beaucoup avec l'histoire de la paille et de la poutre. Ils voient volontiers la paille dans l'œil d'Orban, mais ils voient très peu la poutre dans l'œil de Macron. Oui, c'est assez clair. Alors toujours en Hongrie, eh bien, les médias ont attaqué Orban, toujours, hein, qui, selon Télérama, profitait du coronavirus pour attaquer les droits humains dans le dos de l'Europe. Pour Libération, en plein coronavirus, Viktor Orban s'attribue les pleins pouvoirs. Et puis Le Monde, alors, qui est théoriquement un peu moins à gauche que les titres précédemment cités, déclare « Une loi coronavirus assure à Viktor Orban des pouvoirs quasi illimités en Hongrie ». Et on lit dans cet article que le projet de loi s'inscrit parfaitement dans le cadre constitutionnel, selon la ministre de la Justice, mais, et c'est l'avis du Monde, la politique déployée par Viktor Orban en une décennie de pouvoir fait craindre à l'opposition que le dirigeant abuse de ses moyens exceptionnels. Depuis 2010, il a déjà, selon de nombreuses organisations indépendantes, multiplié les atteintes à l'état de droit. Donc Jean-Yves, là on a Le Monde qui prend parti. Il y a une loi d'urgence en Hongrie, comme il y en a en France, voilà. Et alors effectivement, on peut craindre la dictature sanitaire. Enfin, je crois que c'est pas la peine d'aller chercher la dictature sanitaire en France, en Hongrie, ni même la dictature tout court. On est assez bien lotis en France avec un ensemble de mesures liberticides, y compris le contrôle de l'information qui a été officialisé par Facebook en disant nous allons réguler l'information en fonction de la communication gouvernementale sur la santé, l'annonce en France du traçage numérique pour lutter contre le coronavirus. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller en Hongrie pour chercher la crainte d'une dictature sanitaire. Et ce qui est amusant dans l'article du Monde, c'est bien qu'on s'appuie pour critiquer cette dictature supposée sur de nombreuses organisations indépendantes, qui sont en fait... Organisation indépendante, ça c'est de la novlangue, ça veut dire organisation hostile au gouvernement et subventionnée par le politiquement correct des pays voisins, par Soros, par l'Union européenne, et j'en passe. Voilà. C'est ça, indépendant. Ils sont peut-être indépendants du gouvernement, sûrement, parce que c'est des opposants, mais ils ne sont pas indépendants d'autres forces financières, politiques, associatives, idéologiques. Alors, dernier voyage à l'international, on se dirige vers les États-Unis où, évidemment, eh bien, les médias français, quand ils ont parlé de cette crise américaine, eh bien, ils se sont violemment attaqués à Donald Trump. On a par exemple le JDD, après avoir minimisé l'épidémie, Donald Trump change de ton. L'Obs, Donald Trump exécrable chef de guerre face à la pandémie. Ou encore RFI, les Américains se préparent au pire sans stratégie claire de Donald Trump. Et puis, autre exemple parmi d'autres, celui de RTL, comment l'administration Trump a échoué à se préparer à la crise. Jean-Yves, les médias français sont unanimes. Ah là, ils font preuve d'esprit critique qu'on aimerait les voir appliquer à l'excellente gestion de Macron, l'excellente gestion de la crise de Macron. Là, ils pourraient l'appliquer. Alors, bon, et c'est vrai que Trump a fait quand même un certain nombre d'allers-retours, voire parfois de tête à queue, mais il faut quand même là aussi relativiser ça, parce que Monsieur Salomon, directeur général de la santé et croque-mort en chef tous les soirs quand il énumère la liste des morts, insiste beaucoup sur les morts aux États-Unis, qui sont un pays beaucoup plus nombreux, 6 fois plus nombreux que la France. Et donc pour le moment, le nombre de morts aux États-Unis, c'est 137 par million d'habitants, c'est-à-dire 3 fois moins qu'en France. Ceci étant, comme l'épidémie là encore est partie plus tard, c'est pas forcément des chiffres qui révéleront la réalité à la fin de l'épidémie ou à la fin du premier cycle d'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est que les médias se sont attaqués à Trump sur un autre sujet, c'est celui de la fin temporaire de l'immigration décidée par Donald Trump. Le Monde
a donc publié un article dans lequel on note, les journalistes notent, de nombreux élus ont vivement critiqué Donald Trump. Donc là encore, pas de mise en perspective, pas de pluralisme, et on n'a pas du tout l'impression qu'il y a d'autres élus ou observateurs qui peuvent l'avoir félicité, mais enfin bon, ça c'est classique. Et surtout, Le Monde qui note que entamer le combat contre Donald Trump sur ce sujet n'est pas évident. Il y a en effet un piège. Si Joe Biden, le désormais candidat démocrate à la présidentielle, s'oppose au décret, il va devoir expliquer comment il compte protéger les emplois américains face à un chômage record, écrit le Washington Post, repris par Le Monde. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a un piège en fait. En fermant les frontières à l'immigration, cette fois, Donald Trump, il protège doublement le travail américain, il protège l'emploi américain et il protège le niveau des salaires américains. Et donc, il a une action qui est une action sociale en direction de l'électorat américain qui travaille et qui va être effectivement en difficulté compte tenu de la crise économique. Mais alors là, il rétablit les frontières, non pas contre le virus, qui n'a pas de passeport, comme chacun sait, mais contre l'immigration clandestine ou régulière, donc c'est encore plus mal. Ce qui est amusant, c'est que Le Monde, on voit en fait qu'ils disent à demi-mot, ils admettent que c'est une bonne mesure pour protéger les employés américains. Mais ça les défrise que ce soit Trump qui ait pris une bonne mesure, donc du coup ils le critiquent quand même. Mais on ne sait pas pourquoi finalement. C'est une mesure très politiquement incorrecte quand même. Oui, voilà, mais qui est bonne, qui est efficace. Mais bon, c'est politiquement incorrect, donc ça suffit à gêner Le Monde. Et ce qu'on voit, pour finir là-dessus, c'est quand même que la gestion de crise de Donald Trump, malgré ce que racontent les médias français, eh bien, elle lui assure une popularité en hausse, Jean-Yves. Oui, ça reprend. Enfin, les courbes de popularité, il faut les interpréter sur la longue durée, parce que ça peut monter, oui. Ça peut redescendre, il y a des effets conjoncturels. Voilà. Bon, en tout cas, la cote de popularité chez les électeurs américains, c'est pas la même que dans les rédactions françaises. Mais bon, c'est pas les rédactions françaises qui... si le président américain pouvait être élu par la rédaction française... Alors, Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau à Damien Rieu. Donc je vous propose qu'on l'écoute et on écoute votre coup de chapeau ensuite. Non, vous n'êtes pas victime de violences policières lorsque vous sortez à 23h faire l'abruti sur votre motocross à pleine vitesse, sans casque, en période de confinement. Non, vous n'êtes pas une pauvre petite victime innocente lorsque vous êtes condamné 18 fois pour vol en réunion, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, et que vous êtes sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des menaces de mort, comme c'était le cas de ce pilote. Au contraire, vous êtes protégé par un pouvoir politique qui donne à la justice des consignes de laxisme, alors qu'elle est sans pitié avec le français moyen. Damien Rieu a fait dans cette affaire, à la fois comme lanceur d'alerte et comme preneur de position, en tant que preneur de position, un travail très efficace, très courageux, parce qu'il vise à sortir de l'espèce de complaisance que tout le monde partage vis-à-vis des voyous, des banlieues de l'immigration. Lui, il s'adresse à eux, en quelque sorte, face caméra, pour leur dire un certain nombre de vérités. Et ça, c'est très courageux. C'est bien sur le fond, et c'est très courageux. Et le courage, c'est quand même ce qui manque le plus dans la société actuelle, donc ça mérite d'être salué. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, sans doute toujours confiné. Effectivement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.